Ces derniers temps, on entend partout que c'est la mode des diagnostics psy. Genre, une mode chasse l'autre. T'as eu la bipolarité en tête d'affiche, ensuite le trouble borderline, et maintenant c'est le tour de l'autisme ou du TDAH. Il suffit d'aller sur Insta ou TikTok pour voir plein de vidéos marrantes sur les diagnostics à la mode, comme si les gens s'inventaient des troubles juste pour être spécieux. Et du coup, certains disent carrément: il y en a marre, maintenant n'importe qui veut se sentir unique ou s'excuser d'être flemmard ou irresponsable se coule une étiquette. Tiens, aujourd'hui je choisis l'autisme. Comme ça, plus besoin de faire des efforts ni au boulot ni en couple. Oui, il y a plein de gens qui pensent vraiment comme ça. Et d'après ce que je vois, ils sont même plus nombreux que ceux qui prennent le sujet au sérieux. Mais en réalité, c'est pas du tout une question de mode. Et ce qu'il se passe, c'est simple. On diagnostique mieux. Donc, les personnes qui sont nées autistes mais qui n'entraient pas dans les critères pendant des années peuvent enfin avoir un diagnostic parce que la grille de lecture est devenue plus précise et plus large. Mais il y en a une autre raison pour laquelle les gens pensent que tout le monde est autiste maintenant. C'est parce que les manifestations de l'autisme ont l'air floues, voire banales. On voit des blogueurs et créateurs de contenu parler de leurs expériences et ce qu'ils décrivent peut sembler hyper commun. Par exemple, je me fatigue vite quand je socialise, comme n'importe quel introverti, non? Ou je répète des dialogues dans ma tête avant de parler. Bon, comme beaucoup de gens anxieux. Ou je refais les conversations en boucle après coup. Classique chez les personnes stressées. Ou je ne comprends pas toujours mes émotions, comme à peu près tout le monde en crise existentielle. Et c'est vrai que dit comme ça, on peut se dire: bon, attends, mais c'est moi aussi ça. Et du coup, certains en concluent: tout le monde est un peu autiste. Bien sûr. Mais non, les symptômes de l'autisme ne sont pas vagues. Ce qui est flou, c'est comment on les interprète et surtout les combinaisons dans lesquelles ils apparaissent. Donc, si quelqu'un autour de vous vous sort qu'aujourd'hui tout le monde est autiste ou qu'on fout tout et n'importe quoi dans l'autisme, cette personne ne comprend tout simplement pas ce que recouvrent vraiment les symptômes. Par exemple, les spécialistes qui bossent avec des femmes autistes le disent clairement. Inutile d'inventer des critères spécifiques pour les femmes. Il faut apprendre à reconnaître les critères déjà existants, mais chez une femme. Et ça, c'est une réflexion précieuse, qui vaut aussi bien pour les femmes que pour les hommes ou les personnes non binaires. Parce qu'en fait, dès qu'on apprend à lire correctement les signes, tout devient beaucoup plus clair. On commence à comprendre ce qui est vraiment en jeu derrière ces comportements et en quoi c'est fondamentalement différent de la timidité, de l'introversion ou de l'anxiété sociale. Alors, comme toujours chez moi, l'intro un peu plus longue. Et maintenant, nous passons à traits les plus spécifiques, le plus concret, mais en même temps un peu ambivalent. Et la première, c'est bien sûr la communication sociale. Alors, on parle de communication sociale et c'est pas pour rien. C'est pas juste parler, c'est parler avec quelqu'un, avec tout ce que ça implique en termes de code, de réciprocité, d'adaptation. Et oui, c'est un critère central dans le diagnostic de l'autisme. Donc, si tu ne rencontres aucune difficulté dans tes échanges avec les autres, que tout ça est fluide, intuitif et naturel, bon, c'est probablement que tu n'es pas sur le spectre. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu es asocial ou muet si tu es autiste. Les particularités de communication peuvent se manifester de plein de façons différentes. Et alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a plein de choses, plein de comportements chez les personnes différentes qui n'excluent pas de l'autisme du tout. Alors, ce qui ne prouve absolument pas que tu n'es pas autiste. Être bavard ou même carrément extraverti.
Avoir une empathie débordante, avoir des amis, aimer parler avec les gens, savoir tenir une conversation et afficher le bon sourire au bon moment. Oui, tout ça, c'est compatible avec l'autisme parce qu'en fait, les vraies difficultés de communication sociale, c'est pas ça du tout. Alors, dans ce cas, c'est quoi les vrais marqueurs? Ce sont des différences profondes dans la manière de communiquer et d'entrer en relation. Et plus précisément, une absence de fluidité spontanée dans les échanges, ce petit truc naturel que les neurotypiques semblent avoir dès la naissance. Puis, un style de communication différent, souvent plus direct, parfois perçu comme étrange ou inadapté. Des attentes différentes vis-à-vis des interactions. Pourquoi on parle? Dans quel but? Avec quelle intensité? Et aussi une autre motivation à interagir. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que ce n'est pas du tout évident ni automatique. Et d'où ça vient tout ça? Plusieurs mécanismes se superposent. Une absence de lecture intuitive des règles sociales. Par exemple, tout le monde baisse les yeux et se tait dans la salle, mais tu ne saisis pas que ce n'est pas le bon moment pour rigoler ou lancer une remarque. Encore, des difficultés à décoder les signaux non-verbaux. Genre, lèvres pincées, sourcils froncés, agacement. Lèvres pincées, yeux ronds, surprise. Mais si tu n'as pas ce décodage intégré, tu passes à côté ou tu interprètes à côté. Un focus attentionnel très étroit. L'attention autistique est souvent ultra concentrée sur un point précis, mais une conversation, surtout à plusieurs, c'est dynamique, complexe, changeant, et devoir suivre tout ça à la fois devient quasi impossible. Un traitement d'information plus lent ou fragmenté. Ce qui veut dire que ce que tu entends, vois, ressens, tout ça peut arriver dans ton cerveau avec un décalage et pas toujours de façon cohérente. Résultat, surcharge. Une autre chose importante, c'est une perception sensorielle atypique. Certains sens sont ultra sensibles, d'autres carrément en sourdine. Du coup, si tu es dans un environnement surchargé, bruit, lumière, odeur, ton cerveau ne peut pas se concentrer sur l'interaction. Et ce n'est pas de la distraction façon TDAH, c'est un bac de tri des infos sensorielles. Le cerveau ne sait plus faire le tri entre l'essentiel et le bruit de fond. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les adultes autistes, surtout les femmes, développent des stratégies de compensation de fou. Genre, tu deviens une machine à repérer des patterns. Comme une intelligence artificielle sociale, tu analyses, tu catégorises, tu retiens. Ok, ici les gens sourient. Là, il y a une pause avant de répondre. À ce moment-là, faut hocher la tête. Tu systématises les comportements pour t'en sortir. Ça peut marcher un temps, mais à quel prix? D'abord, une fatigue écrasante, parce que tout ça n'est pas du tout naturel et que chaque interaction te coûte énormément d'énergie. Ensuite, un manque de flexibilité. Et c'est le bac le plus important parmi les autistes, parce que les interactions sociales ne suivent pas toujours un script. Et même si tu en as des dizaines en mémoire, il y a toujours un moment où tu te retrouves face à une situation non prévue. Et là, bug. Et enfin, une grande variabilité de présentation. Ces traits peuvent s'exprimer différemment selon le degré de compensation, l'âge, le genre, le niveau de soutien. Donc ce n'est jamais aussi simple que ça se voit ou ça ne va pas. Et bien sûr, l'autisme peut cohabiter avec l'extraversion. Bien sûr, un autiste peut être hyper sociable, extraverti, ultra dynamique, mais l'autisme ne se voit pas dans ce que tu fais, il se voit dans ce que ça te coûte. Tu adores discuter, sortir, rencontrer du monde, mais tu rentres chez toi vidé sans comprendre pourquoi. Tu te dis, mais pourtant je suis extraverti, je kiffe les gens, alors pourquoi j'ai envie de pleurer et de rester sous ma couette après une soirée?
parce que tu t'es auto-coaché pour faire comme les autres. Mais l'effort invisible, lui, est énorme. Et en ce qui concerne les relations, les amis, les émotions, c'est la même chose. Tu peux avoir plein d'amis, mais les entretenir, vraiment, gérer les non-dits, lire les signaux faibles, savoir quoi dire quand et comment, ça, c'est souvent plus difficile. Et côté empathie, là aussi, gros mythe à démonter. Les autistes manquent d'empathie, c'est faux. Les dernières études sont claires. Ce n'est pas un manque d'empathie, c'est un déséquilibre entre l'empathie émotionnelle, ressentir ce que l'autre ressent, et l'empathie cognitive, comprendre ce que l'autre pense ou vit. Et devine quoi? Chez beaucoup d'autistes, l'empathie émotionnelle est un excès. Trop même. Même le psychiatre très célèbre Tony Attwood parle d'une capacité autistique à absorber les émotions des autres comme un virus. Tu ressens tout très fort, mais parfois tu n'arrives même pas à savoir quelle est cette émotion exactement. Est-ce que c'est la tienne ou est-ce que tu viens de capter celle de quelqu'un d'autre dans la pièce? Et ça, c'est ultra déstabilisant. Tu portes des vagues émotionnelles entières sans filtre, sans explication. Et donc, quand on prend le temps de plonger dans la vraie nature des traits autistiques, de voir d'où il vient et comment il fonctionne, eh bien franchement, on s'ose plus dire ou c'est sûrement juste un peu d'anxiété sociale. Moi aussi, je suis comme ça veut pas dire que je suis autiste. Parce que non, c'est pas pareil. Par exemple, l'introversion et l'autisme. C'est deux mondes différents. L'introverti n'aime pas trop les interactions prolongées, les groupes, les environnements bruyants, parce qu'il ou elle recharge ses batteries en solitaire. Le calme lui fait du bien. Mais les personnes autistes évitent ces contextes pour une autre raison, parce qu'elles rencontrent des difficultés concrètes pour communiquer, parce que les stimuli sont trop nombreux, trop intenses. Surcharge sensorielle, surcharge cognitive, même si elle est extravertie. Oui, tu peux être un autiste extraverti. J'ai déjà dit ça. Tu peux adorer les gens, adorer parler, chercher le lien, mais ça ne t'épargne pas les difficultés. Et ça n'allège pas les factures énergétiques à la fin de la journée. Et en ce qui concerne l'anxiété sociale, c'est la même chose. Quelqu'un avec de l'anxiété sociale va préparer ses phrases à l'avance. Pourquoi? Par peur. Si je dis un truc bizarre, on va me juger, je vais être rejeté, ça va mal finir. Alors que chez l'autiste, c'est pas uniquement la peur du jugement. C'est juste que tu sais pas quoi dire si tu n'as pas prévu. Tu n'as pas le modèle social à activer. Et donc, tu répètes, tu simules, tu structures, parce que sinon, ça ne vient pas. En ce qui concerne anxiété généralisée et stratégie autistique, les deux peuvent se ressembler. Ruminer, anticiper, imaginer tous les scénarios possibles. Mais là aussi, la mécanique interne n'est pas la même. Une personne anxieuse sans autisme va faire défiler les scénarios catastrophes parce qu'elle pense au fond que ça va l'aider à mieux s'y préparer. Une personne autiste, elle anticipe parce que sans plan clair, sans visualisation mentale des interactions, elle peut tout simplement pas interagir. C'est pas une précaution, c'est une nécessité fonctionnelle. Alors, en résumé, les comportements peuvent sembler similaires de l'extérieur, mais la racine, elle est complètement différente. Alors, la partie sur la communication était longue, mais c'est logique parce que c'est le cœur du diagnostic. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Et parmi les grands classiques de l'autisme, il y a un autre thème super fréquent, super mal compris et souvent tourné en dérision. C'est l'amour de la stabilité et de la prévisibilité. Et là, la réaction habituelle, c'est un truc du genre, mais attends, tout le monde aime quand c'est stable, qui aime les imprévus franchement, c'est pas autiste, c'est juste un peu traumatisé. Sauf que, comme d'habitude, non. Pour une personne autiste,
Ce besoin de stabilité n'est pas une préférence liée au passé ou une envie de tout contrôler. C'est un mécanisme de survie. Ce n'est pas j'aime quand tout est sous contrôle. C'est si le plan déraille, je perds pied vraiment. Mais pourquoi? Parce que notre système nerveux est souvent plus sensible aux transitions et aux changements, moins rapide à s'adapter, plus facilement saturé par les stimulations inattendues et plus fragile face à l'inconnu ou à l'illogique. Et ce que les autres vivent comme un simple contretemps, nous, on le vit comme un basculement total. Le cerveau autistique doit traiter énormément d'infos en parallèle. Bruit de fond, lumière ambiante, expression du visage de l'interlocuteur, contexte social implicite. Et ce qu'on est censé répondre sans délai. Et là-dessus, tu rajoutes un imprévu et c'est le système entier qui bug. Et la routine, c'est pas une manie, c'est une béquille. La répétition, les scénarios, les horaires fixes, tout ça diminue la charge cognitive. Ça permet de mieux anticiper, mieux se réguler, ne pas gaspiller d'énergie à réajuster en permanence, éviter la surcharge émotionnelle du sensoriel. C'est comme si ton cerveau réglait à l'avance ses seuils de tolérance. Et si quelque chose sort du plan, il faut tout recalibrer, ce qui souvent est juste impossible sur le moment. Chez les neurotypiques, un changement de programme agace. Mais chez les autistes, ça peut provoquer plein de choses terribles. Une crise de larmes, un shutdown, un meltdown ou un mutisme complet. Et non, ce n'est pas du tout une exagération. Et en ce qui concerne les émotions, tout le monde a du mal parfois. Oui, mais pas comme ça. C'est un autre grand classique. Oh, tu sais, moi aussi, je galère à dire ce que je ressens. C'est pas de l'autisme, c'est juste un peu d'immaturité émotionnelle. Et oui, tout le monde peut avoir du mal à identifier ses émotions, bien sûr, de temps en temps. Mais ceux qui vivent beaucoup de personnes autistes, c'est pas juste un flou émotionnel passager. C'est une vraie barrière intérieure. On parle d'ici d'alexithymie, qui est très répandue parmi les personnes autistes. Et souvent aussi d'un trouble de l'interception, c'est-à-dire la perception des signaux internes du corps. C'est pas juste je trouve pas mes mots pour expliquer mes émotions, pour les décrire. C'est je sens que quelque chose cloche à l'intérieur, mais je n'ai aucun accès à ce que c'est. Mon cœur bat à fond, j'ai la gorge serrée, mais je ne sais pas si c'est de la colère, de la peur ou de la honte. Chez beaucoup d'entre nous, la connexion entre le corps et l'esprit est altérée. On ne ressent pas le faim, la soif, la douleur, la fatigue, ou ces sensations sont très modifiées. Et les émotions, c'est pareil. Ça passe par le corps, mais l'info n'arrive pas jusqu'au cerveau comme il faut. Et quand elle arrive, c'est souvent trop fort, tout en même temps, sans filtre ni nom. Résultat, comme toujours, surcharge et perte de contrôle. Et évidemment, quand plusieurs émotions se superposent, ce qui arrive très souvent, c'est encore pire. Tu te retrouves dans un brouillard émotionnel total à devoir gérer une tempête avec un GPS cassé. Et il y a encore un truc très important, c'est les intérêts spécifiques. Oui, tout le monde a des hobbies, mais les intérêts autistiques, ce n'est pas un hobby, c'est un lien profond, une connexion vitale avec un sujet. Parfois, c'est un ancrage dans le chaos, un moyen de survivre à la surcharge. Parfois, c'est aussi un langage, une façon d'exister, de s'exprimer, de redonner le monde. Ce n'est pas juste « j'aime bien ça ». C'est « ça me donne de la structure dans la tête ». C'est mon canal pour me relier au monde. C'est une façon d'être au monde. Ce phénomène s'appelle le monotropisme.
C'est la tendance à se concentrer très profondément sur un seul sujet à la fois, à y plonger, à explorer chaque nuance, même celle que les autres trouvent pas importante. Mais en échange, passer d'un sujet à l'autre peut être douloureux. Le multitâche est souvent impossible ou extrêmement pénible. Les changements de focus sont vécus comme des déracinements. Et dans une société qui valorise la flexibilité, la polyvalence, la curiosité multiple, notre façon de fonctionner est perçue comme une obsession. Mais en vrai, ce n'est pas une fixation, c'est une profondeur, une forme de stabilité intérieure et une façon d'exister sans se perdre. Et le cinquième truc, c'est hypersensibilité. Bien sûr, tout le monde peut se sentir épuisé par un environnement bruyant, surtout quand c'est dur. Mais la sensibilité sensorielle autistique, ce n'est pas juste un peu de fatigue ou de l'agacement. C'est une incapacité neurologique à filtrer ce qui se passe autour et l'incapacité de survivre ça, sans épuisement, sans le douleur physique. Imaginez que quelqu'un monte le volume au max, allume tous les néons, te touche en continu et te demande quand même de répondre clairement, de réfléchir, de faire ton taf ou de discuter. Nous, ce n'est pas qu'on n'aime pas le bruit, c'est qu'on ne peut pas le traiter normalement. Notre cerveau ne filtre pas. Tous les stimuli sonores, visuels, tactiles sont au premier plan, en permanence. Et quand la quantité de stimulation dépasse notre seuil, c'est le crash sensoriel. Le corps sature, les émotions explosent et l'attention s'effondre. Et ce n'est pas un caprice, ni une hypersensibilité de luxe. C'est une vraie douleur, très souvent physique, et souvent invisible aux yeux des autres, mais bien réelle pour nous. Et le dernier truc pour aujourd'hui, c'est l'inertie autistique. On dit souvent que franchement, ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme, surtout quand c'est chiant. Faut pas en faire un drame, c'est de la paresse ou un peu de procrastination. Et oui, bien sûr, ça arrive à tout le monde, mais chez les autistes, c'est très différent, comme d'habitude. Il existe un truc qu'on appelle l'inertie autistique. Et si tu ne l'as jamais vécu toi-même, c'est difficile à imaginer, je suis sûre. Parce que ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas « je ne veux pas le faire », c'est « je ne peux pas bouger ». Même si je veux, même si je sais que je dois, même si une partie de moi hurle intérieurement « allez, bouge ». Il y a comme un mur invisible entre l'intention et l'action. Tu peux être allongé, voir l'heure, savoir que tu vas être en retard, que tu n'es pas bien, que tu dois absolument te lever et rester paralysé. Tu peux regarder une tasse posée sur la table, savoir que tu dois juste la prendre et la poser dans l'évier et ne pas réussir à le faire. Et ce n'est pas de la flemme, comme j'ai déjà dit. Ce n'est pas une excuse. C'est un bug dans le système d'activation. C'est comme si ton cerveau n'avait pas de bouton start. Et s'il y a en plus du bruit, de l'anxiété, des stimulations extérieures, le système frise encore plus. Mais le plus fou, c'est que quand on arrive à démarrer, on peut ensuite bosser pendant des heures sans interruption. On n'est pas paresseux, on a juste du mal à entrer dans l'action. Et souvent, ensuite, du mal à s'arrêter. Et c'est ça l'inertie autistique. Difficile de commencer, difficile de s'arrêter et difficile de changer de tâche. C'est une caractéristique du neurodéveloppement. Et c'est aussi l'un des symptômes les plus méconnus, mais les plus impactants dans notre quotidien. Et tout ça, tous ces trucs que j'ai décrits, je pense que c'est 6 trucs, c'est crucial de le comprendre. Pour la personne autiste elle-même, pour arrêter de se prendre pour un pasteur parce qu'elle ne coule pas au cliché, et pour apprendre à se comprendre, à s'aider,
Et pour les autres aussi, pour arrêter de minimiser des difficultés réelles que nous vivons en tentant de survivre dans un monde neurotypique.